Bonjour, bonsoir à tous ceux qui, comme promis, je vous invite à partager, ce live. Nous allons bientôt commencer. Comme promis, il est 20h01. Alors, je vous invite, si vous êtes en ligne, je vous invite à partager ce direct avec nous. Je pense que il faut parler sérieusement. Il y a beaucoup de gesticulations et nous allons essayer de parler du Cameroun. Donc, je vous invite à partager, à être très nombreux, inviter vos amis, inviter ceux qui peuvent s'intéresser à la situation sociopolitique au Cameroun. Je vais essayer moi aussi de partager. Partager le maximum possible, ça m'encourage à tenir au moins je vais essayer de partager. C'est pas facile, mais il faut bien le faire. Voilà. Je vais partager parmi envoyer comme message. Partagez s'il vous plaît. Je pense que invitez vos amis. Partagez au maximum. Vous savez, c'est toute une organisation. Hein. Il faut avoir des gens qui peuvent partager. Et je vais essayer de le faire tout seul. Inviter au maximum plusieurs amis. Sans ça, je serais dans le regret de ne pas faire cette conférence parce que j'hésitais même avant de la faire. Oui, je vois déjà mon ami Belek qui est connecté. C'est une gymnastique à laquelle je ne suis pas tellement habitué, mais il faut bien aujourd'hui communiquer. Voilà, il y a plusieurs amis. Je reconnais mon cher ami, le professeur Chamba. Bonsoir. Invite aussi des amis. Hein? J'ai beaucoup de bonnes choses. J'ai quand même des raisons de tenir ce direct. Parce que ça bouge un peu partout quand même. Il y a beaucoup de choses. C'est pas facile, hein? Mais on a besoin. Voilà. Partagez s'il vous plaît. Ça me donnera l'envie de parler parce que sans... il y a Julien. Bonsoir Julien.
Bonsoir, Nkokt et bon. Bonsoir, Père Christian Njoya. Bonsoir, le grand professeur Chamba. Bonsoir, Benjamin. Le Père Christian Joya avec nous. Partagez s'il vous plaît, partagez. De toutes les façons, je vais impulser après cette vidéo. Elle sera impulsée pour au moins toucher même 80 000 Camerounais. C'est très important. Comment font les autres pour partager et puis on voit plein de partages et là nous on n'arrive même pas, on est à quoi? Même pas 5 partages ou c'est très peu? C'est très peu pour tenir. Voilà, je vais quand même commencer. Bonsoir. Si je me suis permis de faire ce live, c'était pour essayer d'apporter un peu ma vision des choses sur notre pays, le Cameroun. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui s'y passent. Et comme toujours, ma recherche profonde est l'unité de notre pays. C'est-à-dire, il ne faut pas perdre de vue que nous sommes un pays très, très composite et tout homme politique responsable devrait plutôt appeler à l'unité du pays. L'unité du pays, pourquoi? Parce que le Cameroun traverse une période très difficile, une période il y a très très longtemps, le Cameroun n'a jamais passé une telle turbulence. Et je crois qu'il y a aujourd'hui, vous le constatez vous-même, il y a un tweet tous les jours du président de la République, il y a un appel de pied, il y a un appel à l'unité, il y a un appel à la nation, il y a un appel au patriotisme, venant de tout dit. Et le discours a changé parce qu'il y a encore quelques semaines, le discours était vraiment, c'était plutôt certaines personnes qui parlaient à son nom et qui étaient tous des va-t-en-guerre. Aujourd'hui, il y a un apaisement. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire face à cet apaisement? Parce que, je vais vous dire une chose, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai voulu faire ce live. Nous sommes dans une société politique où les politiciens se comportent comme des roublards. Nous sommes dans un pays où, parfois, c'est de la roublardise politique. On a des politiciens qui continuent à fonctionner comme si on était dans une société composée d'analphabètes politiques. Alors, c'est pour ça que j'ai tenu à faire ce petit live, parce que je ne veux pas que les Camerounais tombent, n'est-ce pas, sous cet aspect d'une offerte de la paix. C'est que beaucoup de Camerounais ont besoin de la paix. Ils ont besoin du dialogue. Mais ce n'est pas de cette façon. Parce que nous sommes en face des politiciens qui ont toujours roublé. Souvenez-vous de la tripartite. Comment ça s'est terminé? Ça s'est terminé par une constitution qu'on a mis 20 ans pour appliquer. Et c'est le même jeu qu'on voudrait nous réchauffer aujourd'hui. Le dialogue signifie quoi? On se met autour d'une table, on parle de tout et de rien, de la décentralisation, du fédéralisme, on fait des commissions, des sessions, et puis, hop, on envoie à la communauté internationale, on dit voilà, on a déjà créé le dialogue, donc on va petit à petit
hein, élaborer certaines résolutions qu'on mettra en place peut-être d'ici 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans ou 20 ans. Non. C'est pour ça que j'ai tenu aujourd'hui à faire ce live, parce que je ne veux pas que nous tombions comme par le passé, parce que nous sommes la société la plus bête politiquement. Ça, il faut le reconnaître. Le Cameroun est l'un des pays où les politiciens, où les politiciens sont les hommes politiques, surtout de l'opposition, sont les plus bêtes et les plus opportunistes qui existent. Il suffit de leur tendre un petit bout de pain, ils tombent tous comme des mouches. Et Biya le sait. Vous voyez, regardez un peu partout toutes les publications dans les réseaux sociaux. Dialogue, oh, maintenant c'est le dialogue, maintenant c'est le dialogue, oh, le dialogue. Tout le monde est déjà presque tombé dans le panneau. À tel point qu'il suffit seulement que maintenant M. Biya demain réunisse au Palais des Congrès un panel des gens qu'il aura bien choisi. Hein, on filme, on envoie à la communauté internationale. C'est fini. Il a 7 ans, il a 6 ans devant lui pour terminer son mandat. Et organiser encore une autre escroquerie en 2025. Les Camerounais sont, les hommes politiques camerounais sont les plus bêtes du monde. Et M. Biya est l'homme politique le plus rusé du Cameroun. Il est comme un renard. Dès qu'il vous tend une petite perche, vous tombez sur cette perche. Vous avez au minimum 6 ans pour commencer à appliquer les premières résolutions du dialogue. Et pendant ce temps, il a gagné. C'est pour ça que moi, je dis non au dialogue tel qu'il est conçu en ce moment. Parce que pour concevoir un dialogue, il y a quand même il y a des étapes. On a vu ailleurs comment on lance un dialogue. On libère d'abord tous les acteurs qui peuvent participer à ce dialogue. On libère, on fait appel à tous ceux qui sont à l'extérieur, et l'opposition intérieure, la société civile. Est-ce que, dites-moi, quel est aujourd'hui, à ce jour, le Camerounais qui est à l'extérieur, qui se considère comme opposant, qui a reçu même une invitation? Aucune. Quel est l'opposant à l'intérieur du pays qui a reçu une invitation? Aucune. Nous sommes partis encore dans une énième roublardise parce que nous avons l'opposition la plus bête du monde. Elle fait passer ses rêves de paix, de dialogue devant l'intérêt d'abord national. L'intérêt national consiste à appliquer, comme ça se fait ailleurs, on commence d'abord par libérer les prisonniers. 2, on convoque ceux qui sont à l'intérieur et à l'extérieur du pays. On fixe un calendrier sur les points sur lesquels on va essayer de dialoguer. Mais là, subitement, je vois toute la jacaillerie politique là-bas, tout le monde s'enflamme, oh c'est beau, on veut le dialogue, mais non, c'est pas comme ça. Si vous allez sous ce prisme-là, vous avez vu Jean Gouté, il est parti, il dit, oh, yes, non, a dialogue, yes, non, a dialogue. Papa Paul Biya fait all thing we want talk, no places go for bush. On a commode. On envoie des mamans même avec des trucs. Oh, ma Pékin, en bas boy, on a commode. On a commode, yes, na peace. Non, s'il vous plaît. C'est pas comme ça. J'aime mon pays et je veux que notre pays entre dans les rails normatifs de comment ça se passe partout. Il ne faut pas des filous, des hommes, des opportunistes qui commencent à voir chacun comment je peux... non. Il ne faut pas, dès qu'on vous tend un petit morceau de viande, directement comme des affamés, vous sautez dessus. C'est pour ça que M. Biya est là depuis 37 ans. Parce que vous êtes l'opposition la plus bête du monde. Vous ne savez rien de la stratégie politique, vous ne savez rien des rapports de force, vous ne savez rien de tout ce qui est le lobbying, les luttes d'influence.
Il y a des gens qui sont... Il y a des gens, par exemple, si aujourd'hui, moi, par exemple, on m'envoie une convocation au nom du mouvement, le MPA, ah voilà, je sais que vraiment c'est du sérieux. Si on libère Maurice Kamto, demain c'est du sérieux. Si on envoie une lettre à Cabral Libi, c'est du sérieux. Si on envoie à la société civile, même mon ami qui est en train de me regarder là, Patrick Mbala, si on lui envoie aussi une convocation, c'est du sérieux. Tous ceux qui veulent débattre du Cameroun et qui veulent, par exemple, qui veulent trouver des solutions aux problèmes camerounais. Et ça, c'est par là où il faut commencer. Il faut commencer d'abord par libérer tous les prisonniers. Et il y a au moins 1000 qui sont des Amba-boys. Et je vais vous dire une chose. Et je l'ai dit au mois d'octobre. J'ai dit la guerre qui se passe en Ambazonie n'est pas une guerre de sécession. Que c'était la continuité de la guerre perdue en 1976 par les nationalistes camerounais. Parce que voulaient les nationalistes Wandji Ernest? Ils voulaient que la France n'ait pas droit de cité pour prendre tout ce qui est en bas de notre sous-sol. Que la France n'ait pas la priorité. Aujourd'hui, qui profite du pétrole qu'on exploite à Limbé et avant dans les régions de Douala et de Kribi? C'est la France. Il retrocède à M. Biya 15%. C'est pour ça que j'avais dit qu'il n'y aura pas de dialogue. Et vous voyez, ils veulent folkloriser le dialogue pour fuir le dialogue. Le vrai dialogue, si l'opposition en exil n'est pas là, si l'opposition qui est dans les prisons centrales n'est pas là, ce n'est pas un dialogue. C'est de la filouterie. Nous devons nous asseoir avec des médiateurs, avec des gens peut-être hors du Cameroun ou directement à Yaoundé, avec toutes les garanties de sécurité. Tous les sécessionnistes qui sont dans les prisons, enfin tous les Amba-boys qui sont à Kondengui, il y a les vrais patrons de la lutte sont à Londres, il faut les convoquer. Il faut convoquer l'opposition qui est en exil, la diaspora qui est en exil. Il faut convoquer l'opposition qui est à l'intérieur. Il y a 200 personnes qui sont en ce moment à Kondengui. Il y a M. Maurice Kamto. Il faut le convoquer. Il faut convoquer tous les opposants qui sont à l'intérieur du pays. Mais il ne faut pas commencer. Il ne faut pas commencer tout de suite. Oh, maintenant c'est le dialogue. Maintenant c'est le dialogue. John Goute va là-bas à Bamenda, il va à Boya. Il dit maintenant c'est le dialogue. Voilà, c'est le dialogue. On filme et notre représentant à l'ONU dit que M. John Goute, il est allé même à Bamenda, il a mangé avec John Fundi. Le dialogue a déjà commencé. John Fundi représente quoi dans ce Cameroun aujourd'hui? John Fundi ne représente presque plus rien. C'est quelqu'un qui est du côté du RDPC. C'est pour ça que si demain il est sur une table, ce dialogue ne vaudra absolument rien. Pour que ce dialogue ait une certaine consistance, il faut que des Camerounais qui sont à Kondengui sortent. Il faut que les Amba-boys qui sont à Kondengui sortent pour décrypter un peu, pour montrer la bonne volonté que réellement. Et puis deux, je suis sûr et certain qu'aujourd'hui, le dialogue ne peut plus se faire avec M. Biya. Ça, il faut qu'on oublie ça. Vous savez pourquoi ça ne peut plus se faire? Parce qu'il ne fera jamais un vrai dialogue. Parce que quand on posera la question, les fonds de l'exploitation du pétrole, posera la question, le pétrole, comment est géré le pétrole? C'est la première des choses que moi je lui poserai si demain on me convoque au dialogue. Je lui poserai à M. Biya depuis 1982. Où sont les revenus du pétrole? Montrez-moi la ligne budgétaire, là où il y a les rentrées en exploitation de pétrole. Puisque tout le monde sait que le pétrole est payé en dollars. Donc ça reste en France. Et quel est le principal bénéficiaire de notre pétrole? C'est Total, c'est Perenco. À eux tout seuls,
ils ont au moins 85% sur les 5 000 milliards. 5 000 milliards, les bonnes années, là où le Cameroun produit peut-être 3 millions ou 6 millions de barils de pétrole. Voilà le vrai problème. Ce n'est pas un problème de sécession, ce n'est pas un problème de fédéralisme. Certes, demain dans le dialogue, quand on aura épuré le problème du pétrole, il faudra qu'on parle maintenant de la forme de l'État. Et moi, j'ai toujours pensé que dans notre Cameroun, il faut 12 États. Le centre doit être coupé en 2 États. L'Est doit être coupé en 2 États. Ça fait 12 États. 12 États fédéraux. Et à partir de là, on aura le vrai développement du Cameroun. Parce qu'on saura bien sûr que les revenus qui viennent à l'Est, il y a une partie qui va au gouvernement fédéral et une autre partie qui reste pour développer, par exemple, la province de l'Est. Le pétrole qui sort à Limbé, il y a une partie, une péréquation entre une partie qui reste dans la province du Sud-Ouest et l'autre partie qui va à l'État fédéral pour partager avec toutes les autres régions. Il n'y a aucun Camerounais qui est contre cela. Tout ce que les Camerounais veulent, ils veulent avoir de bonnes routes, ils veulent avoir de bons hôpitaux, ils veulent avoir de bonnes écoles, ils veulent avoir de l'eau potable un peu partout dans les 58 départements, dans les 360 arrondissements. C'est tout ce que les Camerounais demandent. Et ils demandent une bonne qualité de vie. Et pour avoir une bonne qualité de vie, quand vous avez un pouvoir qui est à côté des populations, vous n'allez pas sauter ce pouvoir-là pour aller jusqu'à Yaoundé. Est-ce que Yaoundé sait exactement ce que les gens veulent à Bangui? Il n'y a que le maire de Bangui, les élus de Bangui qui savent ce qu'il leur faut là-bas. D'autres vont appeler ça la décentralisation, mais on ne va pas accepter la décentralisation parce qu'on a vu 21 ans sont passés. Il n'y a eu que 42 milliards qu'on a décentralisés. 42 milliards divisés par 360 communes. Ça fait combien? Ça ne donne même pas 75 millions, même pas 75 millions. Qu'est-ce qu'une commune peut faire avec 75 millions? Donc ne parlons même pas de décentralisation. Et puis, cette forme pyramidale de contrôler tout le pays à partir de tout dit. Même pas les ministères. Les ministères, on n'y fait rien là-bas. Le pouvoir se trouve au secrétariat général et au cabinet du président de la présidence de la République. C'est là où toutes les sociétés parapubliques amènent de l'argent à la présidence. C'est là où les ventes, par exemple, qui se font, tout se collecte à la présidence et puis on va déposer directement soit au ministère des Finances et une bonne partie est dilapidée comme ça. Une présidence d'un pays pauvre, 56 milliards. Une présidence d'un pays pauvre et très endetté fonctionne avec 56 milliards de budget. Pourquoi? Qu'est-ce que la présidence produit? Qu'est-ce que la présidence produit? Voilà pourquoi nous disons que le dialogue là, si on appelle Kofundi pour faire le dialogue, on appelle peut-être encore quelques amis, nous allons continuer à mettre la cale. Car vous savez très bien, je vous avais dit, je ne veux plus tolérer qu'il y ait des morts. Parce que j'ai vu des vidéos des gens découpés, tuer des villages brûlés. J'ai dit, je vais tout faire pour que normalement cette guerre s'arrête dans le Nozo. Et que je vais tout faire aussi pour mettre le pouvoir en difficulté, pour le mettre à genoux. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Allez voir ma vidéo de novembre 2018. J'ai dit, à partir de novembre 2018, je vais mettre tout en branle parce que je suis le seul qui est capable de neutraliser le pouvoir de Yaoundé. Ce n'est pas pour me vanter. Je suis depuis 38 ans à l'extérieur du Cameroun avec beaucoup de choses qui peuvent mettre à genoux n'importe quel pouvoir. N'importe quel. Vous voyez très bien, avant novembre, on ne parlait même pas des Ambazoniens. On ne parlait même plus de la libération même des prisonniers. On ne parlait même pas c'est moi qui a déclenché tout ce système. Tout ce système. Et comment j'ai pu le faire? C'est parce que moi, je ne suis pas dehors depuis 38 ans
comme si c'était un jeune de la diaspora qui cherche son petit boulot. Non, j'ai énormément investi, mes chers amis. Énormément investi. Je suis le seul Camerounais qui a des serveurs qui peuvent envoyer 1,5 million de courriels dans le monde en une nuit. Je suis le seul qui peut parler devant un président de la République et lui dire en Occident, si tu n'écoutes pas ce que je te dis, demain tu es sûr et certain que tu vas perdre ton pouvoir. Voilà ma force, voilà ma force. Je ne fais pas du blablabla comme ça. Parce que pour mettre à genoux l'Occident ou l'un des présidents de l'Occident, il faut avoir des moyens de rétorsion qui lui font peur, qui lui font que lui, il se dit, si j'affronte Pierre, je vais aussi beaucoup perdre. Donc, il vaut mieux négocier. Les négociations à ce niveau-là se font à travers les rapports de force. Ce n'est pas en criant ou bien en faisant du bruit. On t'efface le lendemain. Quand tu veux parler à un président, par exemple en Occident, il faut lui dire, voilà, si vous ne m'écoutez pas, moi j'ai ceci pour pénétrer votre opinion publique. J'ai 23 millions de personnes dans votre pays et je peux vous faire très très mal. Là, on t'appelle, on te dit, qu'est-ce que tu veux? Voilà. Voilà comment nous, on travaille pour mettre à genoux ou bien pour faire passer nos idées. Il y a beaucoup de gens... Regardez, malheureusement, vous n'êtes pas très nombreux. J'aurais voulu que vous soyez très nombreux pour apprendre ce qu'on appelle du lobbying. Le lobbying n'est pas... Le lobbying, vous savez ce que c'est? C'est avoir derrière une société, soit derrière cette société, il y a des hommes très puissants qui influencent des hommes de pouvoir, ou bien qui ont des structures dont les hommes de pouvoir s'intéressent pour leur survie politique. C'est-à-dire qu'ils ont besoin de toi. S'ils n'ont pas besoin de toi, oh ben tu dégages, tu n'es qu'un petit charlot. Voilà ce que moi j'ai à travers la société Jessie Conseil. Jessie Conseil est une société qui peut demander demain que, par exemple, qu'on bombarde même un endroit. Et peut-être certains politiciens vont réfléchir, vont me dire non, Pierre, c'est trop, bombarder, c'est trop. Mais on peut peut-être faire ceci ou cela. Parce que j'ai mis 39 ans à construire tout cela. J'ai mis 39 ans. J'ai un pouvoir, je reconnais que j'ai un pouvoir. Lorsque je tousse, ça tousse aussi là où je veux que ça tousse. Vous avez vu, hein? Avant janvier, février, rien ne se passait au Cameroun. Rien. Tout était sous le contrôle du régime en place. Ils ont même pris, même Maurice Kamto, ils ont mis en prison. Ils ont pris 200 opposants encore, ils ont mis en prison. Personne ne pouvait rien. Il a fallu que je dise que maintenant, stop. Et je sais ce que j'ai fait. Ça fait 3 ans que mes frères anglophones vont à l'ONU. Ils montent des drapeaux là-bas. Ils vont voir rien. Il y a beaucoup de gens qui ont de la liberté aussi aujourd'hui grâce à moi. Je ne vais pas citer leur nom ici, mais ils se reconnaîtront. Ils étaient à Kondengui. Je les ai sortis de Kondengui. Il y a beaucoup de personnes qui sont à l'intérieur du Cameroun qui peuvent un jour témoigner. Ils étaient à Kondengui et grâce à moi, ils sont sortis. Je suis l'un des seuls peut-être qui a eu à parler directement avec Paul Biya au téléphone et négocier. Je suis l'un des seuls aussi qui discutait avec Belinga et Boutou et je lui disais voilà, c'est ça qu'il faut et il le faisait. Et je suis l'un des seuls aussi qui pouvait dire à Hollande voilà ce que je veux et Hollande le faisait. J'étais aussi l'un des seuls qui pouvait dire à Sarkozy voilà ce que je veux et Sarkozy le faisait. Ça m'a pris 39 ans. 39 ans. Beaucoup d'argent, beaucoup d'investissements. Ça a commencé en 82 avec la radio Tropique FM. J'avais une grosse radio. J'étais l'un des propriétaires de cette radio. Après la radio, j'ai commencé à vendre l'espace sur TF1
France 2, France 3. J'achetais de la télévision, les 3 plus grosses canaux français. Et en plus, je suis le seul qui négocie parfois la survie politique de certains hommes à l'Élysée parfois, où on négocie. Pierre, tu peux nous aider, aide-nous. C'est pour ça que je n'ai jamais oublié mon pays. À chaque fois que j'ai l'occasion, quand je m'énerve, ça commence à tousser chez nous. À chaque fois, vous pouvez vous-même faire une analyse. Hein. Depuis 3 ans, il y a des gens qui mouraient en Amazonie. Il y a eu plein de crimes. On n'en parlait nulle part. Nos frères anglophones ont fait des marches, ils ont fait tout. On n'en parlait nulle part. La diaspora francophone a fait plein de trucs. Rien du tout. Mais moi, ce que j'ai fait en silence, ce que j'ai fait, aujourd'hui, Paul Biya est en train de dire pardon, le dialogue, pardon. Mais je ne vais même pas lui accorder ce dialogue. Vous savez, moi, je suis... Non, il n'y a pas de dialogue, parce que je sais très bien qu'il va filouter. Il a seulement besoin de l'image que des Camerounais sont assis entre eux, et c'est fini, il présente ça là où moi aussi je vais parfois. C'est fini, on va lui accorder encore au moins de terminer son mandat. On va lui accorder les 6 ans. Je connais, c'est le plan qu'ils veulent faire. Ils ont besoin de filmer, d'envoyer des rapports à l'ONU, à l'Union européenne, à l'Élysée, à Washington, que voilà, ils sont assis avec Fundi, avec 2 petits opposants qu'ils auront ramassés comme ça dans le nord-ouest, sud-ouest, avec d'autres petits Camerounais qui sont des opposants qui sont les plus bêtes, qui ne cherchent que leur gombo. Ils vont envoyer ça directement à l'Élysée, au Parlement européen, à l'ONU, à Washington, et ce sera terminé. On va lui accorder un crédit encore. On va lui dire, bon, continue à négocier, c'est tout ce qu'on voulait. Et lui, pendant ce temps, il gère les 56 milliards, plus les 4500 milliards du budget camerounais. Car je vous dis une chose, le Cameroun ne se gère pas dans les ministères. C'est seulement de la figuration, les ministères. Tout se gère à la présidence. Même pour débloquer 1 milliard, il faut la signature de Ngongo, soi-disant de Paul Biya en réalité. C'est pour ça que même le truc que vous avez vu là, la canne là, non, aucun ministre n'a rien volé. Hein. Même si on dit les Ndjoumessi, tout ça. Non, ils ont seulement aussi profité un tout petit peu pour se greffer, parce que John Ngongo ne peut pas tout régenter. Donc il laisse un peu de toi, si tu prends un peu ici, tu prends là, mais tout s'est passé à la présidence. D'ailleurs, c'est même en Angola, hein, puisque c'est la forme même des États africains, que ce soit au Congo, que ce soit au Gabon. Moi, j'ai été dans tous ces pays-là. C'est à la présidence que tout se fait. Tout se négocie. Les ministères sont que seulement là pour faire valoir. C'est-à-dire comme si on a des ministres. En Angola, c'est la même chose, puisque je traitais directement là-bas aussi en Angola. Je traitais aussi avec Patassé. J'ai traité avec Denis Sassou Nguesso. Tout, c'est la même configuration. Et je vous assure, en ce moment, Paul Biya a bien réfléchi. Il a compris qu'il faut seulement qu'il prononce le mot oui au dialogue. Vous voyez, regardez tous les réseaux sociaux. Oui, on veut dialoguer sur WhatsApp. Oui, le dialogue, oui, le dialogue. C'est fini. Dès qu'il a cette petite table ronde, c'est fini. Toutes les pressions tombent. Donc, ça signifie que tout le travail que j'ai fait risque de tomber. Mais ça ne va pas tomber parce que moi, j'ai les moyens de reprendre la situation. Vous ne savez même pas les marchés que j'ai passés. Je ne fais aucun marché sur le dos des Camerounais pour avoir de l'argent. Je n'ai pas besoin. Mais mes marchés sont clairs et nets. Tu fais mal à mon pays, demain, tu vas tomber. Toi aussi, tu perds le pouvoir en Occident. Voilà mon marché. Et pour en arriver là, il faut avoir une structure qui est reconnue que oui, tu peux nous faire tomber en Europe. Et moi, j'ai cette structure.
J'ai cette structure. Si vous voulez, dès demain même, je demande qu'on laisse Paul Biya terminer son mandat et on va le laisser. On ne parlera plus de nos os, on ne parlera plus des prisonniers, on ne parlera plus de rien du tout. Si je me décide de le faire dès demain, on le laissera terminer son mandat et prendre même un autre mandat en 2025. Quand vous voyez Macron, il court derrière tous les patrons de Facebook. Il dit, oh, les Russes, ils ont été pénétrés, ils modifient. Parce que c'est nous qui avons commencé ce truc-là. Ce n'est pas les Russes qui ont commencé à entrer dans les réseaux pour influencer les élections. C'est nous, les lobbyistes là. Et ils essayent de nous fermer toutes les portes. Mais ils ne peuvent pas parce que les serveurs ne sont pas en France. Les serveurs sont aux États-Unis. Ils ont essayé de faire le blocage à partir de l'IP. Ils pensaient que mon IP qui statique qui est ici, s'il le bloque, c'est fini. Mais je n'utilise pas mon IP d'ici. J'utilise les serveurs, les IP qui sont aux États-Unis. Et je peux varier, changer d'IP. Ils ne peuvent pas bloquer toutes les IP qui peuvent être créées. Donc je peux, si je veux, ce soir même, je fais qu'il y a au minimum 500 000 Français qui reçoivent cette vidéo que je suis en train de vous adresser. Je suis en train de faire. 500 000 à 1 million. Et ça, en France, on a peur de cela. On a peur. Parce que ça peut faire perdre énormément d'électeurs. Ça peut faire griller un homme politique en un soir. Imaginez par exemple que je prenne une photo là où par exemple Macron est en train de faire un bisou, un montage avec peut-être un jeune gamin, tout et tout. Je fais ça partie des IP qui sont en plus filoutés. C'est-à-dire que j'ai fermé, ils ne peuvent pas retrouver. Parce qu'il faut connaître aussi même les métiers des hackers, comment on peut se cacher. C'est un désastre si je fais un truc comme ça. Mais il faut être responsable. Vous voyez comment, vous savez, il y a Madame Bail, par exemple, c'est une grande lobbyiste. C'est elle qui a permis à Paul Biya de rester au pouvoir pendant le septennat, le quinquennat de Sarkozy, de Hollande. Cette femme, elle était en compétition avec moi. Parce que le monde est fait de lobbying. Même vous voyez tout Israël. Pourquoi Israël, par exemple, est fort au Moyen-Orient? Parce qu'il y a un lobbyiste, la PEC aux États-Unis, c'est elle qui influence les politiciens américains pour qu'ils soutiennent Israël, quel qu'en soit ce que Israël fait. Et moi, pendant 38 ans, j'ai construit cette société. J'ai construit cette société et je ne vous dirai pas d'autres petits détails où cette société... La mienne, Jessie Conseil, est intervenue. Nous, on a compris. Parce qu'en 38 ans, on a fait les études ici, en France. On a fréquenté avec eux. On avait une radio. Vous savez combien d'hommes politiques français me courtisaient quand j'avais la radio à Paris? On m'appelait, on me proposait, travaille pour nous, envoie-nous des gens, aide-nous, fais basculer. J'avais 250 000 auditeurs qui m'écoutaient tous les mardis et samedis. Grâce à cet auditoire, j'étais presque quelqu'un qui allait dans tous les restaurants, je mangeais gratuit. Les boîtes de nuit, j'avais du champagne, j'étais toujours reçu partout, du champagne. J'avais l'accès dans les bureaux de plusieurs hommes politiques. On me donnait parfois même des espaces pour exploiter. En France, oui, c'est ça la France. C'est ça quand on a quelque chose que les politiciens cherchent. Les politiciens ont besoin de nous pour avoir des voix en Occident. Ils ont besoin de nous. Quand tu peux lui apporter 1 million de voix, il est prêt à faire tout ce que tu lui demandes. Voilà ce sur quoi moi je joue. Je ne fais pas beaucoup de bruit parce que vous savez, je fais rarement des lives parce que je ne voulais pas être populaire puisque je ne cherche aucun mandat électif, je ne cherche rien, ni même pas être maire quelque part. Je travaille toujours en silence, en cachette. Mais parfois, je suis obligé de sortir parce que je vois le jeu qui risque de se produire.
Je sais que Paul Biya a seulement besoin d'une image maintenant pour au moins garantir ses 6 ans pour terminer son mandat. Il a besoin de quelques Camerounais bêtes, quelques politiciens véreux qui ont besoin d'argent, qui se mettront directement à table et vont faire semblant comme s'il y a un dialogue. Ils l'ont fait en 2011, alors qu'en 2011, ils avaient obtenu beaucoup de choses sur la fin du septennat. Et je connais ces hommes politiques-là. Ils m'ont trahi. C'est pour ça que vous avez vu en 2011, je suis sorti. Je me suis dit à partir de maintenant, je laisse Paul Biya terminer son septennat. J'ai été trahi par les hommes politiques camerounais qui ont préféré la valise, les mallettes d'argent. Et beaucoup de milliards. Donc, je voulais seulement vous dire, je voulais seulement ouvrir une petite fenêtre pour vous dire la plupart des problèmes qu'il y a au Cameroun aujourd'hui, c'est parce qu'il y a derrière quelque chose. C'est pour ça que vous avez vu la France, maintenant, c'est la France qui appelle pour dire non, il faut libérer Kamto, il faut décrypter, il faut faire le dialogue. Ils sont devenus mes VRP à moi. Et vous voyez comment la machine américaine aussi s'est mise. Parce que même moi, j'ai été invité au Congrès pour parler de la situation du Cameroun. Je ne suis pas allé parce que ça me suffisait de changer avec les sénateurs et avec les gens qui étaient responsables de la Maison-Blanche. Ça suffisait. Puisque je ne cherche pas à être élu quelque part au Cameroun. Voilà. Si tout le monde a aujourd'hui les yeux braqués sur notre pays, ce n'est pas à cause de l'opposition intérieure, ce n'est pas à cause des anglophones, ce n'est pas à cause de la petite diaspora jeune que nous avons. C'est à cause du rapport de force. Il y a beaucoup de choses qui se passent, le rapport de force. C'est-à-dire, si tu n'as pas ce rapport de force, ici en Occident, tu ne vaux rien, on envoie même la police, on te jette. Tu es quoi? On va dire, qu'est-ce que tu nous apportes? Pourquoi on va exécuter ce que tu nous demandes? Tu ne nous apportes rien, tu ne vaux rien. Pour qu'on commence à t'écouter, il faut au moins que tu pèses au minimum 1 million de voix. Que tu peux apporter au moins 1 million de voix. Là, on t'écoute. Comme le patron de TF1, on l'écoute. Le patron de BFM, on l'écoute. Le patron de RMC, on l'écoute. Le patron de tous les grands médias, on les écoute. Pourtant, certains n'ont même pas plus de 2 ou 3 millions de téléspectateurs. Mais moi, j'ai 23 millions de Français. 23 millions. Donc, vous voyez qu'en France, je peux dire ce que je veux. Et on va m'écouter. Et comme le pouvoir chez nous n'est pas encore un vrai pouvoir, ce n'est pas un pouvoir vraiment... Il ne tient que parce que c'est l'Élysée qui le tenait. Dès que l'Élysée n'y est plus, c'est fini, ce pouvoir tombe. Vous avez vu, si la France disait non, on ne pouvait jamais condamner le Cameroun au Parlement européen. Ni son dossier ne pouvait même pas avancer au Parlement européen. Si la France disait non, on ne peut même pas tenir une réunion humanitaire sur la situation humanitaire au Cameroun. Parce que c'est la France qui est complètement le tutélaire du Cameroun. Maintenant, s'ils laissent, ils acceptent qu'on parle mal du Cameroun, qu'on sanctionne même le Cameroun, c'est tout simplement parce que derrière, on a enlevé ce pouvoir qui faisait qu'on peut faire tout au Cameroun, on peut torturer, tuer. La France ferme les yeux. Voilà ce que je voulais un peu vous dire. Malheureusement, il n'y avait pas beaucoup de personnes à écouter, mais la vidéo va continuer à tourner puisque je vais payer pour que normalement il y ait au moins 200 000 Camerounais qui la regardent après. Parce que moi, je ne fais pas comme vous, partager. Non, moi, je paye. Je paye et puis la vidéo se retrouve dans les viseurs, dans les Android de peut-être 200 000 Camerounais au pays. Je ne fais pas les trucs de gratuit. Je ne veux pas ça.
À chaque fois que j'ai un message très important, je paye et puis il est entre les yeux des Camerounais, de 200 000 Camerounais à l'intérieur du pays. Voilà pourquoi avant Paul Biya disait « Oh, les réseaux sociaux veulent me faire tomber, les réseaux sociaux », parce que j'envoyais chaque fois 200 000 Camerounais à Figuil, à Yagua, à Garoua, à Maroua, à Mora. Ceux qui avaient un ordinateur, un téléphone Android avaient mon message devant leur... Ça, c'est encore une autre arme que nous utilisons. C'est-à-dire, si par exemple, j'ai besoin maintenant que cette vidéo soit vue par 200 000 ou 500 000 Camerounais, je vais payer et il va être mis devant chaque Camerounais qui a un Android ou un ordinateur. C'est pour ça que je suis dangereux. Parce que je pénètre à l'intérieur du triangle national comme je veux. Alors que beaucoup, ça reste dans la diaspora. Et en plus, je suis en train de préparer une télévision. Je ne peux pas raconter tout. Donc d'ici peu, quand je voudrais, par exemple, il y aura 200 000 Camerounais qui vont voir cette vidéo et ils vont apprécier. Parce que je pénètre n'importe où je veux. J'entre au Cameroun comme je veux. Même si je veux tout de suite, je vais mettre... Il y aura 500 000 Camerounais qui vont voir cette vidéo. Parce que le monde, il est ouvert maintenant. Quand on a l'argent, ça passe. Quand tu n'as pas d'argent, tu demandes partager. Mais quand tu as l'argent, tu payes et tu as les 1 million de personnes. C'est comme moi, par exemple, si tu me payes tout de suite, tu m'envoies ta vidéo, j'envoie ça à 1 million de Français. Ils reçoivent ça, ils ont ça devant leurs yeux. Parce qu'avant, on achetait seulement l'espace à la télévision, parce qu'il n'y avait pas encore, l'Internet n'était pas encore très développé. Donc, on passait par la télévision. Sur TF1, ou bien Antenne 2, ou bien France 3. Maintenant, non, on n'a plus besoin de ça. Maintenant, ce qu'on fait, quand on a un message très important, quand on veut influencer l'opinion publique, lorsqu'on veut, par exemple, jouer les contrebalanciers pour un peu, pas déstabiliser, hein, c'est seulement essayer un peu de montrer que, quelque part, on peut toucher ton opinion publique, ben, on transporte le message, ou le journal, ou le PDF directement à 1 million de personnes. Ou 2 ou 3. Ça dépend. C'est comme ça qu'on fait bouger les choses. C'est pour ça, moi j'ai dit, vous allez voir, si on respecte bien la programmation que j'ai faite, normalement d'ici la fin du mois, les 200 prisonniers, Sadi Kamto et les 200 prisonniers seront libérés. Si réellement le dialogue aussi, Paul Biya veut le vrai dialogue, parce que c'est là où je serai très vigilant, il doit libérer les 1000 Amba Boys, les 1000 Ambazoniens qui sont à Kondengui. S'il ne les libère pas, je vais bloquer. Il va essayer de tout faire. Hein. C'est sa tête qui sera réclamée, qui quitte le pouvoir. S'il ne suit pas ces étapes-là, ça je peux déjà vous dire la suite. La suite sera qu'il y aura une pression énorme qui sera directe qu'on lui demande de quitter le pouvoir. Soit s'il veut gagner du temps, il va libérer au moins les 1000 Amba Boys qui sont à Kondengui, plus les 200 prisonniers qui sont à Kondengui, francophones. Et là maintenant, s'il convoque maintenant les Camerounais de la diaspora, les responsables des Amba Boys qui sont à l'exil, qui sont les vrais patrons, qui sont à Londres, et il convoque aussi l'opposition intérieure et la société civile, voilà, là c'est le vrai dialogue. Et on dira, donc maintenant on veut parler, on veut maintenant une nouvelle constitution, on veut des trucs de la transition, on veut parler des recettes du pétrole, on veut parler de où vont les recettes de pétrole depuis 1982, on va parler de la nouvelle forme de l'État. C'est pas facile, hein? C'est un gros dossier. Mais s'il veut filouter, je vais le bloquer. Je vais le bloquer parce que je vais me servir de Paris et de Washington pour demander directement
qui quitte le pouvoir. Et j'ai les moyens de pousser Paris à demander qu'il quitte le pouvoir. Au moins ça, je l'ai. Voilà. Mais s'il est honnête, s'il veut vraiment parce que moi, mon objectif final, c'est quoi? C'est libérer le Cameroun, que le Cameroun retrouve sa souveraineté, que le Cameroun ne soit plus demain, que c'est la France qui dicte, que c'est... Non, je vais me servir du poids que j'ai pour que le Cameroun demain ne soit plus sous l'autorité de la France. Que la France n'ait plus son mot à dire au Cameroun. Et ça, on a les moyens pour demander à la France de ne... Sans même pas, on n'a même pas, il n'y aura même pas un coup de feu, rien. Ils vont dégager. Et ils vont accepter de dégager parce que s'ils ne dégagent pas, ils savent très bien que le pouvoir va s'arrêter dans 2 ou 3 ans pour eux. Les présidentielles en France sont dans 3 ans. C'est dans bientôt, là. Et Macron sait très bien que s'il veut solliciter un nouveau mandat, il faudra bien des gens comme nous pour l'aider. Il ne peut pas avoir un nouveau mandat, surtout à l'heure actuelle, avec la position qu'il a en ce moment. Pour avoir un nouveau mandat, il faut des gens comme nous qui avons déjà l'habitude de créer des chefs d'État en France. Comme par exemple, j'ai créé Jospin, j'ai permis à Jospin de gagner les élections en 97. J'ai permis à Hollande de gagner. Je connais comment on manipule les Français. C'est pas pour rien que je suis là depuis 38 ans ou 39 ans. Je connais la société française très bien, comment elle fonctionne même politiquement. Parce qu'il faut que le pouvoir, maintenant, tôt ou tard, demain, que le pouvoir soit à Yaoundé, qu'il y ait de vraies élections au Cameroun et que le meilleur gagne. Qu'il y ait une nouvelle constitution, qui est un élecam qui disparaît. On crée une vraie CNI. Le Conseil constitutionnel, on le balaie. On met un nouveau Conseil constitutionnel où il y a la société civile, le pouvoir, les partis politiques équilibrés. Voilà pourquoi je me bats. Je me bats pour que le pouvoir rentre à Yaoundé et qu'il y ait de vraies institutions. Quand il y a des élections, il n'y ait plus de fraude, que personne ne puisse plus frauder, que le prochain président du Cameroun soit vraiment élu sous une base avec un fichier au minimum de 15 millions de Camerounais, pas 3 millions. Les 3 millions, là, c'est la tradition camerounaise, c'est la tradition des traîtres, des gens qui acceptent le néocolonialisme. Il y a au moins 12 millions de Camerounais qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales parce qu'ils estiment que ça ne sert à rien. C'est avaliser la domination française sur le Cameroun. C'est la triche. Si demain, au Cameroun, il y a une vraie commission électorale indépendante, il y a un vrai conseil constitutionnel, vous aurez 15 millions de Camerounais inscrits sur les listes électorales. Et ceux qui pourront gagner ne seront que ceux qui réellement vendent un vrai projet qui aide les Camerounais à sortir de la misère. C'est-à-dire un projet presque nationaliste, où le Camerounais, le Camerounais au centre de tout. Quelqu'un vient aujourd'hui, quelqu'un vous dit, voilà, je vais faire ceci, je vais appeler ceci. Vous voyez que les Camerounais sont bêtes. Ils savent lire. Quels sont ceux qui veulent vraiment... Si les Camerounais savaient que le programme politique de tel candidat va vers l'amélioration de son niveau de vie, de son standing de vie, je vous assure, ils iraient énormément s'inscrire sur les listes électorales. Nous sommes 15 millions, 15 millions en âge de voter. Vous savez, le fichier électoral, combien ont voté? 3 600 000. Et les 3 600 000, c'est la tradition camerounaise de tous ceux qui ont accepté le jeu que la France nous domine. Ça, c'est depuis 1960. Et cette tradition odjulatiste existe.
On ne va pas les tuer, ce sont les Camerounais, c'est la démocratie. Parce qu'il n'y a que deux courants politiques au Cameroun. Ceux qui acceptent la domination néocoloniale et ceux qui disent non. Et ils sont les plus nombreux. Mais malheureusement, ils n'ont pas le droit de citer parce qu'il y a des rapports, même en France, qui disent qu'il faut éteindre tout nationaliste et toute personne qui veut faire appliquer au Cameroun un programme nationaliste. Il faut le neutraliser. Donc, pour que demain, il y ait un vrai parti nationaliste qui a droit de citer au Cameroun, il faut que la France dégage. Si la France ne dégage pas, parce qu'un nationaliste ne peut jamais accepter que 5 000 milliards de pétrole, 90% vont à Paris. Jamais. Un nationaliste ne peut pas prendre l'argent des Camerounais là, et acheter 102 milliards de carburant. Un nationaliste ne peut pas prendre 56 milliards et mettre dans une présidence de la République. Un nationaliste ne peut jamais acheter des voitures à 90 millions, 100 millions pour des gens qui ne produisent rien du tout. Toute cette gabégie-là, c'est le courant odjulatiste néocolonial. Là où on va au pouvoir pour jouir, pour profiter, pour jouir, pour bander. On ne va pas au pouvoir pour construire. Donner le Cameroun à des nationalistes, vous allez voir. Si la France ne s'oppose pas, dans 10 ans, le Cameroun devient un pays développé. Développé. Parce qu'on va faire passer la doctrine selon laquelle il faut produire plus, il faut travailler plus. Pour être riche, il faut produire des richesses. Et pour produire des richesses, il y a un minimum d'investissement qu'on doit faire. On a 22 millions d'hectares de terres arables. Dans tous les endroits de notre pays, grâce au climat qui est très favorable, on peut faire tout pousser, on peut transformer. On a des intelligences chez nous. Il y a des jeunes qui fabriquent des drones. Pourquoi on ne peut pas leur demander de faire 1000 drones qu'on vend dans le monde? Il y a des jeunes qui fabriquent des voitures électriques, qui fabriquent plein de choses. Nous avons une chance chez nous. Nous avons beaucoup de jeunes Camerounais et des Camerounais, même à l'extérieur, qui ont de l'intelligence. Il y a beaucoup, certains sont des architectes. Ils peuvent nous construire des maisons traditionnelles, modernes, avec peut-être 5 millions de francs. Une belle maison pour nos frères paysans, ou bien nos frères qui sont ici. On a des urbanistes, on a des architectes, on a des ingénieurs, on a des docteurs en médicaments. J'en ai connu certains, ils sont en Allemagne, ils fabriquent des médicaments pour les Allemands. Nous avons au moins 500 000 jeunes étudiants dans toutes les universités en Occident et dans d'autres pays africains. 500 000 jeunes. Nous avons des centaines de mille de docteurs à l'étranger. Pas des docteurs en théorie, des docteurs dans les sciences appliquées. C'est-à-dire docteurs en médecine, docteurs en pharmacie, docteurs en mathématiques, docteurs en cancérologie, docteurs en ceci, en cela. Et qui travaillent dans les grandes firmes de l'Occident. Nous avons tout cela. Mais pourquoi nous ne pouvons pas décoller? Tout simplement parce que la France a mis son veto. Parce que c'est la France qui ne veut pas que ces gars rentrent. C'est la France qui cautionne qu'il ne faut pas avoir de grands salaires pour... Ils cautionnent la politique qui est suivie, ils dévaluent notre monnaie, ils détruisent avec les plans d'ajustement structurel pour que même un Camerounais ne puisse pas quitter la France en laissant 10 000 euros et rentrer au Cameroun même pour 500 000 francs. Ils mettent un docteur à 150 000 francs au Cameroun. Ils font ce qu'on appelle, ils aspirent tous nos cerveaux. Ils aspirent, je vous assure. Je suis allé au Cameroun, je suis entré dans l'avion. Dans l'avion, il n'y avait que des Camerounais, mais dis donc. Des gens qui ont des diplômes, des gens qui quittent le Cameroun. L'avion était plein que de Camerounais qui quittaient le pays. Et des gens, quand tu les observes, tu sais que celui-là, c'est un ingénieur, celui-là, c'est un médecin, celui-là, c'est un technicien supérieur, celui-là, c'est ceci. Ils quittent légalement notre pays par milliers. Ils abandonnent le Cameroun.
Et je suis allé dans une fête à Paris. J'ai été tellement choqué. C'était comme si j'ai revu, c'était comme si le pays est reconstitué à Paris. Si vous voyez, hein, je vous assure, allez à l'aéroport de Douala et de Simalem, vous voyez les départs de qualité. Beaucoup de gens qui quittent le Cameroun et qui vont, parfois des gens qui ne sont même plus des petits jeunes, hein, ce n'est pas des gens qui ont 22 ans, c'est des gens qui ont déjà 30, 40, 45 ans, des docteurs, des ingénieurs, ils quittent le Cameroun. Et en France, qu'est-ce qu'ils font? Quand tu dis, moi je suis allé une fois, vous savez, je suis allé à la préfecture, j'ai dit, je veux rentrer définitivement dans mon pays. Ils me disent, non, vous ne pouvez pas rentrer. J'ai dit, quoi? Je n'ai pas le droit de rentrer dans mon pays parce que j'avais une carte de 10 ans. J'ai dit, je vous remets ma carte de 10 ans, moi je veux rentrer définitivement au Cameroun. Il me dit, non, vous ne pouvez pas rentrer parce que vous avez bénéficié de la formation en France, vous avez été formé avec la bourse de l'État français et puis vous ne faites pas partie de ceux qu'on doit expulser de la France parce qu'il y a tellement de médias, il y a tellement de travail au niveau des informaticiens tels que vous étiez. Il dit, ah bon? On verra dans moi, mais moi je rentre dans mon pays. Et j'ai quitté la France. Sans leur autorisation, je suis parti. Et ils m'ont fait de la galère en revenant, je vous assure. Ils ont voulu bloquer ma carte, ils n'ont plus voulu me renouveler parce qu'ils disent que je suis parti et j'ai dépassé tous les délais. J'ai dit, mais moi, je rentre dans mon pays. Donc, c'est pour vous dire comment la France bloque les têtes qu'on a pour qu'ils ne rentrent pas au pays. Quand tu vas, tu dis, je remets ma carte de 10 ans, je veux rentrer au pays. Ça, c'est le départ définitif légal. Hein, parce qu'ils te calculent ta sécurité sociale, ils te calculent tes indemnités, ils refusent. Si tu es docteur, ils refusent. Si tu es ingénieur, ils refusent. Si tu es un informaticien, ils refusent. Dis non, vous ne pouvez pas rentrer au Cameroun. Parce qu'il y a du travail pour vous en France. Si vous n'avez jamais vécu un truc comme ça, vous ne pouvez pas savoir que la France bloque les cerveaux de ne pas rentrer au Cameroun. Donc aujourd'hui, ce qu'on doit faire, c'est de contrôler ce qui se passe sur place là-bas chez nous. Hein? Il faut contrôler. Il ne faut pas succomber au truc de dialogue. Je vous assure, derrière ce mot dialogue, il y a toute une stratégie. Moi, je la connais, elle est très simple. Hein? Parce qu'en ce moment, notre président, M. Paul Biya, a juste besoin d'une table ronde avec quelques têtes camerounaises et il débloque la situation à Paris, il débloque la situation au Parlement européen, il débloque la situation à l'ONU et il débloque la situation à Washington. Si on lui offre ce tableau sans contrepartie, c'est fini. Il va terminer son mandat et il n'y aura aucune avancée parce qu'on va rester là à discuter de la forme de l'État pendant au moins 5 ans. Vous voyez, comme en politique, il faut faire très attention. En politique, ce n'est pas parce qu'on veut le dialogue, on veut la paix, on veut la paix, on veut la paix. Mais il faut la paix qui débouche sur quelque chose. Parce que je vous assure, imaginez un tout petit peu que les jeunes qui sont dans la forêt là-bas, ils se sentent floués. Mais ils vont brûler la Sonara, ils vont brûler Limbe, ils vont brûler Boya, ils vont brûler Bamenda. Ben, ils vont se sentir floués. Parce qu'eux ne sont pas des politiciens. Eux sont des combattants, des soldats. Les politiciens, c'est nous. C'est nous les politiciens. Et on sait très bien qu'entre nous les politiciens, c'est la filouterie qui est plus malin que l'autre. Si Paul Biya est plus malin que Pierre Ndom, il va rester là jusqu'en 2025. Si je suis plus malin que Paul Biya, vous verrez, il ne pourra même pas terminer le mandat. Voilà ce qui est en jeu. Voilà ce qui est en jeu. Et tous ceux qui sont là-bas à l'intérieur du pays, ils ne peuvent rien. Parce qu'ils n'ont pas la police, ils n'ont pas le BIR, ils n'ont... Même demain, si Paul Biya veut, peut-être il sort Maurice Kamto, par exemple, et il le remet encore demain encore en prison. Parce que c'est lui qui a le pouvoir à l'intérieur du triangle national. Il a la police avec lui, il a le BIR, il a le GSE, il a la garde présidentielle, il a la force avec lui, la violence. La seule personne qui peut contrarier cette violence, c'est nous, ici en exil.
nous. Voilà pourquoi il a des difficultés. Si on ne s'était pas interposé, il pouvait continuer encore tranquillement. Il pouvait continuer son train de vie tranquille. Comme nous savons que nous ne pouvons pas l'affronter directement, alors nous utilisons les puissances. On utilise ces puissances pour l'affronter à notre nom. Et on sait très bien que ces puissances sont 1000 fois plus fortes que lui. Ces puissances peuvent l'enlever du jour au lendemain. Mais ces puissances-là, pour les mettre en marche, je vous assure, il faut leur proposer quelque chose qui est intéressant. Parce que en politique, c'est les intérêts. Ce n'est pas de l'amitié, ce n'est pas du boucan. Ce n'est pas parce que tu fais oh, non. Il faut que quelque part, tu aies un marché que s'ils n'exécutent pas, ils savent qu'eux aussi peuvent perdre le pouvoir. Donc il faut que tu sois intéressant quelque part, qu'ils aient besoin de toi. Eux, qu'est-ce qu'ils veulent en Occident? C'est terminer leur mandat, si possible, gagner un deuxième mandat, être élu. Donc c'est l'opinion publique qui est le plus important. Si tu as leur opinion publique entre les mains, voilà, tu es un homme qui compte dans la République. Tu peux devenir carrément quelqu'un qu'on écoute et qu'on exécute tes desiderata. Voilà ce que moi j'ai conçu en 39 ans. En 39 ans. Ça m'a pris beaucoup de temps, beaucoup d'argent aussi. Beaucoup. Vous ne pouvez même pas imaginer. Beaucoup d'argent. Certes, j'en ai gagné sur le plan commercial, mais en politique, vous savez, en politique, on perd de l'argent. C'est-à-dire, tout ce que je fais en politique, je ne gagne pas de l'argent là-dessus. Je gagne que lorsque j'utilise toutes ces stratégies-là dans le domaine commercial. En politique, on fait seulement le troc. On appelle ça l'échange de services. Je t'aide ici, toi aussi tu m'aides là-bas. Il n'y a pas d'argent qui circule. Je vous remercie et je vous souhaite une très bonne soirée. Ciao.